Il y a des films que tout le monde connaît, au moins de nom. Des films tellement cultes qu'une seule réplique, même anodine, provoque les rires de l'assemblée. Ils sont tellement nombreux qu'en dresser une liste, là maintenant, serait contre-productif. Et puis il y a les autres. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour parler de films dont tout le monde se fout, sauf moi. Et bientôt vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'aventure. Un film français. Un film avec un casting de fous furieux. Un film avec un budget conséquent. Un film fait par des gens compétents. Et pourtant, bienvenue dans l'histoire d'un échec français qui sent bon le sable chaud et le monoeil. Vous êtes dans Déclassé. Et aujourd'hui, Le Prince du Pacifique. Sorti le 20 décembre 2000 et réalisé par Alain Corneau, le film démarre sur de magnifiques plans aériens tournés à l'hélicoptère. Puis on découvre un Thierry Lhermitte tout en prothèse qui va nous raconter, au sein d'un très long flashback qui va s'étendre du début à la fin du métrage, l'histoire du capitaine de Morsac qui, en 1918, débarque sur l'île fictive de Fenua-Poeraba. L'île aux perles. Et ce, pour composer un bataillon de tirailleurs océaniens. Il est introduit auprès des Ivas, le peuple de l'île, par le commandant Lefebvre. Celui-ci est interprété par François Berléand. Et pour ceux qui se demanderaient, François Berléand, c'est un acteur que vous avez aussi pu voir dans un autre film, avec un autre membre de la troupe du Splendide, mais un film qui a bien mieux marché cette fois. Les choristes. À la suite d'un court discours peu convaincant auprès des hommes de l'île, il fait la rencontre de May, un Ivas qui aurait la particularité de ne pas pouvoir mourir. Celui-ci est fortement attiré par l'uniforme de Morsac. Il fera aussi la rencontre de Rhea, le prince de l'île, et de sa mère Moeata. Je sais pas qui s'est chargé de son éducation, mais... Je t'ai interdit de traîner avec ces chiens pourris de français. Ah, ça doit être vous l'éducation. Une Française d'origine qui a renié sa patrie pour l'homme qu'elle aime. Elle nourrit une grande méfiance vis-à-vis des Français, et notamment d'Alfred de Morsac. Elle est ici interprétée par Marie Trintignant, une autre grande figure du cinéma français. Suite à un simili-procès autochtone, condamné à la déportation, assorti de 10 ans de bac dans les mines de nickel. de Morsac se rend en prison afin de recruter les hommes qui vont être envoyés au bagne. Il y fait alors la rencontre de Barnabé. Barnabé comment? Dites Barnabé tout court. Vous inquiétez pas, je serai témoin. Un escroc alsacien. Ça y est, ça recommence. Toujours le racisme anti-alsacien. Interprété par Patrick Timsit. Alors, lui, c'est un comédien aussi que vous avez pu voir dans le film Pédale douce, ou alors encore dans Quasimodo del Paris, un film qu'il a notamment réalisé. Et vous avez aussi pu le voir dans un autre film qui est souvent comparé à celui dont on parle, c'est Un Indien dans la ville, avec Thierry Lhermitte. Il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. Il découvre que Lefebvre se sert de son influence sur l'île, ainsi que de sa garde personnelle, pour entretenir un réseau d'esclaves avec le continent. Il va alors tenter de le relever de ses fonctions. Je vous relève de vos fonctions. Ce qui se soldera comme suit. Laissez-moi deviner. Il a dit non? Aidé par May et sa force surhumaine, lui et Barnabé vont réussir à s'échapper de la prison. Mais le commandant Lefebvre fera tirer des obus sur leur embarcation. Sur les restes de leur canot, de Morsac ne pourra pas s'empêcher de caler toutes les 2 minutes qu'il a survécu à la campagne du Maroc. Au Maroc? Une fois comme ça au Maroc? Une fois au Maroc? Je me souviens comme ça une fois. Au Maroc. Dans ces vraies images de Barnabé étranglant Morsac. La famille, tu la ramènes en bas avec ton Maroc. Arrêtez ça! Nous allons chavirer! Ils pensent arriver sur une nouvelle île, mais sont revenus sur Fenua-Poeraba. S'ensuit un quiproquo, une course-poursuite et des coups de feu, ce qui mènera Alfred et Barnabé à se cacher dans une grotte souterraine, dans laquelle ils trouveront Rhea, accompagnée d'un masque rituel, armé d'un fusil, qui se trouve être Moeata. Tifora, tu es revenu! Car oui, j'ai oublié de vous dire, mais depuis le début, Rhea est persuadée que de Morsac, dû à une cicatrice qu'il a au bras, est le Tefaora, l'homme oiseau qui nage. La légende donc veut qu'un ancien chef de l'île prenait les yeux des guerriers ennemis tombés au combat afin de les offrir en offrandes aux dieux. Ce qui assurait longévité aux Ivas, le peuple de l'île, et permettait à celle-ci d'être invisible aux yeux du monde. Malheureusement, l'épouse du chef, une femme vaniteuse, voulait garder les yeux afin de s'en faire un collier et ainsi être la plus belle. Le chef a alors désobéi aux dieux pour plaire à sa femme, et une météorite s'est abattue dans le lagon, provoquant la montée des eaux et noyant le chef dans la grotte aux offrandes sacrées. Depuis, l'île est visible de tous et seul May est encore immortelle.
Reya termine en lui expliquant que le Tefahora viendra un jour les libérer des colons français, rendra le trésor du chef à la mer, les Ivas retrouveront leur courage et leur force, et l'île redeviendra invisible aux yeux du monde. Le bras. Il a le bras coupé. Et alors? Vous n'avez jamais vu de cicatrice? Le Tefahora. De Morsac ne croit pas un mot de cette histoire. Je commence à en avoir ras le képi de votre Tefahora. J'en ai marre de votre île. J'en ai marre de votre légende grotesque. Mais par une pirouette scénaristique des plus pratiques, il va se retrouver à sauter du plongeoir sacré pour arriver directement dans la salle aux offrandes située sous le gros caillou. Alors je dis ça pour votre gouverne, c'est ce qu'on appelle une météorite. Pendant ce temps, les hommes de Lefebvre s'apprêtent à dynamiter le gros caillou. Et Lefebvre en profite pour descendre May. Fais-moi le bordel. T'en veux encore une? Ah, t'as qu'à demander, c'est la tournée du patron. Qui finalement était mortel. Ou peut-être pas. Le commandant Lefebvre fait donc exploser le gros caillou. Gros caillou qui, en explosant, libère les perles qui retournent à la mer et fait aussi jaillir de Morsac et Barnabé comme un oiseau qui nage. Le Tefahora. Les Ivas retrouvent alors leur force et leur courage et se lancent dans un haka des plus terribles. S'ensuit alors un duel entre De Morsac et le commandant Lefebvre, durant lequel Barnabé donnera de sa personne. Après un dernier coup en traître du commandant Lefebvre, l'île est enfin libérée. Cependant, comme le découvre Reya, l'île n'est pas invisible aux yeux du monde, puisqu'un bateau américain rentre dans la baie et annonce par des signaux lumineux la fin de la guerre. De Morsac prend alors la décision de rester sur l'île avec la femme la plus merveilleuse qu'il ait jamais rencontrée. Et c'est la fin du flashback. Et le coursier qui était venu le voir au début, et à qui donc il a raconté son histoire, lui remet un paquet ainsi qu'une lettre. Dans cette lettre, qui vient de Barnabé, on comprend que celui-ci n'est pas parti de rien, puisqu'à la fin de la guerre, il est parti aux États-Unis, et grâce au collier qui lui est tombé sur la tête en 1918, il a pu se composer un petit pécule. Il a ensuite racheté ce collier afin de le renvoyer et de le rendre à l'île. De Morsac et Moyata montent donc en haut du plongeoir sacré afin de jeter le dit collier à la mer. Collier qui se bloque dans une branche. Chance, Reya et May se trouvant là, oui parce que May finalement était immortelle, récupèrent le collier et le jettent à la mer. Moyata et De Morsac reviennent donc à l'âge qu'ils avaient en 1918 et l'île est de nouveau invisible. Comme dans la légende. Et c'est la fin du Prince du Pacifique. J'aime ce film. Et ce pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est que lorsqu'il sort, j'ai 7 ans. C'est une époque où je me balade en slip dans le jardin de mes parents. Donc, comme tout petit garçon qui a vu le film, je voulais être Reya. C'est pour ça que ce film, je l'aime par un biais de nostalgie. Et faites pas genre, on a tous ça. J'en ai plusieurs, vous en avez aussi. J'en citerai pas, ça va vexer des gens. Et deuxièmement, et c'est un avis qui n'engage que moi, c'est un film qui a été fait par des gens qui avaient envie de le faire. Pour autant, il a quand même des défauts. À la production, on retrouve Thierry Lhermitte, ainsi qu'au scénario, en tout cas en partie. C'est un projet qui lui tenait énormément à cœur, en grand amoureux de la mer et des îles polynésiennes qu'il est. À la réalisation, on retrouve Alain Corneau. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, ce monsieur a réalisé certains des meilleurs films du cinéma français, notamment Tous les matins du monde, où Jean-Pierre Mariel donne la réplique à Guillaume Depardieu, qui interprète Marin Marais, un musicien et compositeur français du XVIIe siècle. Ce film est unanimement reconnu comme une pièce maîtresse de sa filmographie, et s'est vu auréolé de 7 Césars. Amplement mérité. Et le casting, c'est un buffet à volonté 5 étoiles.
Déjà Thierry Lhermitte, mais aussi Patrick Timsit, dont je vous ai déjà cité un peu la filmographie. On retrouve aussi Berléand, qui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais est aussi un grand homme de théâtre. Et la regrettée Marie Trintignant, qui après de nombreux films et une filmographie plus que remplie, décédera malheureusement sous les coups de son compagnon en 2003. Tous sont très bons et donnent une prestation plutôt honnête, et dans un film où on sent qu'il se donne à fond. Et la bande-son composée par Deep Forest est de très bonne facture, même si j'arrive toujours pas à m'expliquer le délire électro sur une île du Pacifique au début du XXe siècle. Et maintenant, j'en vois certains me demander, mais alors pourquoi on s'en souvient pas? Le film a coûté 17 millions et on a rapporté en cumulé 4. C'est ce qu'on appelle un four. Ça s'explique aussi par sa date de sortie. Puisque le même jour sortira Billy Elliot, 7 jours avant sortait Chicken Run, et 15 jours avant sortait Le Grinch. Autant dire qu'il avait aucune chance. Malgré tout, le film n'est pas exempt de défauts. Car bien que sa mise en scène soit de très bonne facture, elle va trop vite et ne s'embarrasse pas de moments de respiration qui auraient été les bienvenus pour pouvoir profiter du décor. Car l'île de Wainé, là où était tourné le film, est magnifique. Et simplement quelques images de tourisme ou du making-of permettent de se rendre compte à quel point c'est un petit coin de paradis. De plus, le scénario est plutôt courageux dans sa volonté de montrer les Français en méchants colonisateurs. Et il est important de rappeler que les tirailleurs polynésiens ont vraiment existé. Et ce, dès 1916. Ce qui mériterait peut-être un film à part entière. Pour revenir au scénario, il est malgré tout attendu et prévisible. Et ce, même pour l'époque. Et c'est peut-être le souci du film d'ailleurs. C'est un film ambitieux, mais qui, au fond, manque de substance. Car même son point central, la légende du Tefaora, est expédié à la vitesse de la lumière, alors que c'est tout de même le point central du film. Et j'aurais une dernière chose à vous dire. Voyez ce film. Voyez-le pour ce qu'il aurait pu être, et voyez-le pour ce qu'il aurait pu apporter au cinéma français. Car aujourd'hui encore, notre cinéma, et le cinéma en général, porte les traces de ce genre de projets qui n'ont pas su trouver leur public, et qui sont de vraies petites pépites. Avec des défauts, certes, mais des pépites tout de même. Pour ma part, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Et comme disait Rafiki, regarde au-delà de ce que tu vois.